Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. Et j'avais envie de créer un podcast, Histoire d'hypercroissance, où on prend le temps de s'asseoir et d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique. Et de plus, je prends le temps d'y inviter à l'occasion des experts qui viennent décortiquer un peu la croissance et le succès là, de ces entrepreneurs en nous partageant les meilleures pratiques et des outils. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est vraiment de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens et surtout de vous inspirer. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Philippe Provost qui est à la tête de ProGazon. Qu'est-ce qui est magique de son histoire, Philippe, c'est que dès son jeune âge, il a commencé à faire l'entretien de pelouse et pour gagner en efficacité, qui va être une de ses composantes clés de la croissance de son entreprise, il a décidé de prendre ses patins à roues alignées pour faire le plus de tonnes possible en peu de temps. Ceci l'a mené à 22 ans à faire l'acquisition de ProGazon, une grande entreprise en entretien paysager. Et aujourd'hui, ça a été une multitude d'acquisitions qui l'a mené à avoir la plus grosse entreprise d'envergure sur la Rive-Sud, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a des valeurs fondamentales où l'innovation, l'efficacité et les valeurs environnementales sont super importantes pour le futur de l'organisation. Et souvent, ce modèle d'entreprise-là est vu comme une commodité. Alors, c'est vraiment un podcast à écouter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe Provost, bienvenue. Bonjour Cléo Maheu, merci de m'avoir invité. Super contente que tu sois ici, Philippe. Philippe, t'es à la tête de ProGazon, une entreprise qui existe depuis 35 ans, qui est pas mal la référence sur la Rive-Nord pour tout ce qui est Rive-Sud. Oui, c'est vrai, on est sur la Rive-Sud. Moi, je suis sur la Rive-Nord, mais t'es vraiment, depuis 35 ans, comme la référence sur la Rive-Sud pour tout ce qui est déneigement et entretien paysager, c'est ça? Exactement. En fait, c'est pas moi qui étais à la tête de ProGazon il y a 35 ans, mais j'ai acquis l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, mais ça existe depuis 35 Exactement. ans. Exactement. OK. Puis t'as pris la relève là-dessus, puis on va tout connaître ton histoire. Philippe, j'ai eu la chance de te côtoyer à plusieurs reprises et justement, avant qu'on débute le podcast, on parlait à quel point t'es organisé, t'es un gars de tête, tu sais où ce que tu t'en vas, t'as toujours été comme ça. Puis on n'a jamais eu quelqu'un au podcast qui a un modèle d'affaires autant par acquisition. Okay. Tu sais, dans ce modèle-là. Fait que je pense que ça va être intéressant de partager ça. Donc, toute l'histoire de ProGazon aujourd'hui, ça a l'air simple. On dit un nom, ça existe depuis 35 ans, mais il y a bien des étapes qui se sont passées derrière ça. Et je commence toujours les podcasts pour connaître les individus. Et je me rappelle, il y a 2 ans, quand mon fils a parti à son entreprise de gazon, tu as pris le temps d'y parler puis de raconter un peu ton histoire. Puis j'ai comme fait « Wow, c'est magique! » Fait que je suis très contente que tu sois ici, que tu puisses nous partager ça pour entre autres, inspirer des jeunes entrepreneurs qui auraient le goût de se lancer en affaires et qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben, tu es encore en croissance d'entreprise puis tu as encore cette vision-là de l'amener ailleurs. Alors, sur ça, j'aimerais que tu débutes par ton histoire à toi. Fait que là, je sais que tu viens pas de la Rive-Nord, mais de la Rive-Sud. Mm-hmm. Fait que là, tu es un gars de la Rive-Sud, c'est ça, je comprends? Exactement, oui. Je suis né à Greenfield Park, à l'hôpital Charlemagne. J'ai grandi à Saint-Lambert, donc une enfance enfance heureuse avec 2 sœurs. Les parents étaient à la maison, pas séparés, donc ça a été une belle enfance. Bon, tout ça pour se rendre jusqu'à l'adolescence où là, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour accumuler, faire un peu d'argent de poche avec passer des journaux. Comme un jeune ado qui veut faire de l'argent. Un très jeune ado. Je me rappelle au départ, quand j'avais commencé les premières routes de journaux, il avait fallu que mes parents appellent pour accepter que je fasse le travail, en fait, pour se porter garant de la route de journaux, parce que je pense que j'avais 10 ans. OK. Et puis, après ça, ça a été la presse. Après ça, ça a été justement les premiers mandats de tonte de pelouse chez mes voisins quand il y en avait qui partaient en voyage. Donc, peux-tu tondre ma pelouse pendant 2-3 semaines? Je m'en vais. Après ça, ça a été un petit peu de publicité sur la rue pour
peut-être proposer mes services pendant l'été, pour l'été au complet. Et puis, de fil en aiguille, vers l'âge de 15-16 ans, 15 ans, je dirais, j'ai passé mes premières publicités papier, un peu comme j'ai coaché ton fils à faire. Oui. Donc, aller distribuer les papiers, aller cogner aux portes et puis offrir mes services pour la tonte de pelouse pendant une saison complète. Donc, de fil en aiguille, je dirais à chaque année, on rajoutait peut-être le double de clients. Et puis, tout ça jusqu'à peut-être le cégep. Puis je me rappelle, même en secondaire 5, j'avais pas le temps d'aller m'amuser avec mes chums le vendredi après-midi parce que j'avais mes grasses. On disait ça. Les grasses! faut qu'il aille tondre ses grasses. Fait que là, j'allais tondre mes gazons, mes amis, eux autres s'en allaient s'amuser. Puis je finissais par aller les rejoindre en soirée. Mais bon. Mais ton déclic, tu sais, est-ce que tu as déjà eu un déclic? Tu sais, pourquoi tu t'imposais ça? Parce qu'il y a bien du monde qui se l'impose pas. Tu sais, comment c'est venu ce goût-là de l'entrepreneuriat? Mais je pense que c'était je dirais le but. Ben, j'avais des buts, je veux dire, par exemple, j'aimais beaucoup conduire, j'aimais beaucoup la course automobile. J'avais le goût de m'acheter une voiture à 16 ans. Donc, veux pas, si tu veux une voiture, tu vas avoir ta voiture à 16 ans, faut que tu aies de l'argent. Mes parents n'étaient pas du tout partants pour m'acheter une voiture. Donc, pour avoir ma première voiture, il fallait que je l'accumule. Puis c'est pour ça que vers 14-15 ans, j'ai travaillé pour être capable de me payer ma voiture. De te préparer à ça, oui. Exactement. Puis finalement, à 16 ans, j'avais mes fonds pour ma première voiture. Puis mes parents, ils trouvaient ça un petit peu intense. Là. On met là les réparations. Puis là, si jamais ton moteur, il saute, puis etc. Puis là, tu t'étais juste acheté une nouvelle voiture? Non, c'était une voiture usagée, mais c'était quand même une voiture dans le temps... je pense qu'elle m'avait coûté 4500 $, tu sais. OK, quand même. À 16 ans, là. Puis, fait que ça avait été... c'était quand même... Ta fierté était là, tu sais, tu t'étais comme fixé un but, puis là, tu dis, garde, je vais accumuler cet argent-là. Mais une affaire aussi que tu m'avais déjà racontée, j'avais trouvé ça drôle, c'est... Tu as toujours été dans le souci de l'efficacité aussi, puis pour que ça aille plus vite d'un client à l'autre avec ta tondeuse. Ouais. Ben, évidemment, tondre la pelouse... Tu dois te déplacer sur le terrain, mais pour se déplacer d'une place à l'autre dans la ville aux environs, je m'étais organisé des rollerblades avec, c'était juste une clip de chaque côté. Et puis, j'avais mon taille-bordure sur la tondeuse, mes souliers, mes sacs sur la tondeuse. Puis, je partais en rollerblade, aller au prochain client. Puis, à peu près en 30 secondes, j'avais déjà mes souliers d'un pied. Je tondais le gazon, je finissais, je repartais sur un autre terrain. Fait que grosso modo, tout seul, en rollerblade, je tondais 7 terrains le matin, 7 terrains l'après-midi. Fait que ça faisait 14 terrains par jour en moyenne. Puis j'étais capable, je dirais à l'été 2 ou 3, j'étais capable d'en faire 60 par semaine. T'es-tu sérieux? Ouais. Wow! Fait que 60 terrains, puis là, t'as 14-15 ans, puis tu fais ça, puis tu te débrouilles. Mais là, à un certain moment donné, tu dois avoir trop de demandes. J'imagine que ça se parle de bouche à oreille et tout. C'est ça. Quand j'étais à 60 terrains, j'étais capable tout seul. Quand je suis monté à 100-120 terrains l'année d'après, ben là, j'étais plus capable tout seul. Donc là, j'ai commencé à engager mes amis. Donc, mon ami Bruno est devenu le premier employé à travailler avec moi pour m'aider à finir les semaines. Et puis après ça a été un autre. Donc, ça a évolué comme ça. Ça a évolué comme ça. Mais là, toujours partant pour les études aussi. Fait que là, tu te joins après le collège, le cégep, tu te joins au HEC, je pense, c'est Exactement. Oui, je suis allé à HEC Montréal. Je vais t'avouer, quand j'étais au cégep, je savais pas vraiment dans quoi j'allais aller étudier. La business que j'avais pendant le cégep était quand même prenante, là, parce que j'avais peut-être une centaine de terrains à tondre dans ces années-là, là, autour de 17 ans, je dirais. Et puis, j'étais obligé de manquer des cours pour faire mes terrains. Puis, je veux dire, j'avais tellement pas le temps de faire tous les devoirs, toutes les activités, tous les laboratoires. Je me rappelle que je payais mon coéquipier dans le laboratoire pour qu'il fasse le devoir, puis j'allais tondre des gazons pendant ce temps-là. Garder le service. Sinon, j'avais pas le temps. OK. Donc, et puis, c'est ça. Ça a évolué. Puis quand je suis arrivé au HEC, ça m'a donné l'idée d'aller justement pas en entrepreneurship, mais à l'étudier en affaires. Donc, c'est le volet cégep, alors que j'étais en sciences santé, qui me permettait d'aller un petit peu dans n'importe quoi, qui m'a donné l'idée d'aller étudier au HEC. Parce qu'avant ça, j'avais pas fait mon cégep en administration. Je l'avais fait, comme je te dis, en sciences santé, mais ça me permettait d'aller n'importe quoi. Puis là, j'ai décidé d'aller au HEC pour un petit peu approfondir le volet
la comptabilité, le marketing, tout ça. Ouais, comprendre un petit peu tout ça. Exactement. Fait que là, puis là, mais est-ce que ton intention, c'était de garder cette business-là pour toi ou pas? Tu savais, tu sais, parce que tu t'es toujours dédié beaucoup depuis que tu étais jeune, puis tu dis, t'as encore ton calepin que tu avais quand tu étais jeune avec tes tontes à tous les jours, puis tu sais, t'étais hyper organisé. Ça, faudrait que tu recoaches mon gars là-dessus. Ouais, mon fils. Ça prend de l'organisation. L'organisation, dans c'est ça. Mais tu sais, ton intention d'aller au HEC, c'était-tu de rester dans ce domaine-là ou... Pas au moment où je suis rentré au HEC. Okay. Quand j'ai compris la comptabilité, j'ai compris bien des choses pour le monde des affaires. Ça a été un des cours que j'ai aimé beaucoup pour les connaissances que ça m'amenait, pas nécessairement pour faire de la comptabilité. Puis après ça, disons que ça s'est précisé pendant le temps de l'université. Puis j'ai eu un déclic quand même important quand j'ai rencontré des gens qui présentaient le programme d'entrepreneurship. Il y avait François Leduc de Ménage Le Pont qui est venu présenter comment ça avait transformé sa business, le fait d'avoir fait le programme, puis où est-ce qu'il était rendu. Puis je me rappelle, j'étais avec quelques autres élèves que tu connais, pour ne pas les nommer, Louis Lachapelle. Oui. Et puis on s'est inscrit dans le programme d'entrepreneurship, puis c'est là que vraiment ça nous a ouvert une vision, puis on a travaillé notre projet d'entreprise pendant l'université. Donc pendant 1 an complet, on avait le mandat de créer le plan d'affaires pour le futur de la business. Et puis, c'est là qu'on a envisagé justement acquérir peut-être un compétiteur, acquérir un terrain ou un immeuble pour être capable d'opérer nos affaires. Et puis, fait que c'est là que je me suis dit, je pense que je pourrais en faire une vraie business pendant les prochaines années. OK. Louis Lachapelle, qu'on a reçu d'ailleurs à un de nos podcasts, qui est assez comique, hein? Oui, très visionnaire, une belle façon d'amener les choses. Et là, dans le fond, tu découvres, tu fais ce projet-là, tu vois un potentiel dans ta business. Et aujourd'hui, là, t'en as comment de terrain? Tu sais, juste pour qu'on voit le parallèle, là. Je dirais, je les ai pas, j'ai pas le décompte exact, mais je dirais autour de 3000. 3000 à peu près. C'est ça, hein? 3000, de 100 à 3000, il y a quand même une belle croissance. On appelle ça de l'hypercroissance, c'est ça? Ça, c'est dans l'entretien paysager, mais là, on fait aussi du déneigement. Puis dans le déneigement, on en fait beaucoup plus. Parce que c'est plus un besoin vraiment commun. Là, sur des rues, tu peux voir 50 clients. Fait que, dans le déneigement, on est plus autour de 5 à 6 000 clients. 5 à 6 000 clients. Fait que là, il y a tout, on comprend que quand tu es rendu à 5-6 000 clients dans le déneigement, ça te prend de la machinerie, ça te prend ça, ça te prend ça. Alors là, tu sors de l'école. Là, ton ami Bruno, il est-tu encore avec toi? Il est-tu là? Oui, il était là. Justement, pendant l'université, on a enregistré une entreprise qui s'appelait à ce moment-là les Paysagistes Univers. Okay. Et c'était c'est ça, une entreprise enregistrée. Bruno était partenaire. On faisait de l'entretien paysager l'été. J'avais eu la chance de faire un échange à l'extérieur du pays. Je suis allé 5 mois en Suède pour faire une session à l'extérieur. Et puis, pendant ces 5 mois-là, c'était la session hiver. Donc, hiver, printemps, il fallait... j'avais besoin d'aide pour partir la saison. Mm-hmm. Donc, Bruno avait pris la relève à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on était devenus partenaires. Donc, il avait réussi à partir la saison comme il faut. Puis quand j'étais arrivé au mois de juin, on avait déjà 1 mois et quelques de faits. Puis j'avais continué l'année avec lui, puis on avait continué la croissance. La croissance. Puis tes parents, est-ce qu'ils sont entrepreneurs? Eux, quand ils te voyaient aller comme ça, c'était quoi leur image? Qu'est-ce qu'ils se disaient, tu penses? C'est pas des entrepreneurs. Mes parents, c'est des gens qui venaient du milieu de la santé. Donc, ma mère infirmière, mon père médecin. Puis ma mère un peu plus entrepreneur parce que dans la mentalité, parce que son père était entrepreneur. C'était un gars dans la construction. Il avait construit des maisons pendant plusieurs années, puis il avait appris de rien. Là, je veux dire, il avait un secondaire 5, puis il avait appris à compter, comme ça. Et puis, compter puis faire de la comptabilité, en fait. Là, comprendre une business, comment ça fonctionne. Donc, ma mère avait un peu plus ce côté-là. Elle aurait peut-être
pu reprendre la business à mon grand-père à ce moment-là, mais c'était peut-être un petit peu moins la mode pour les femmes de moins reprendre à cette époque-là, les business. exact. Ouais. Fait que finalement, elle est allée dans les services infirmiers. Mon père, lui, en médecine, c'était zéro business. Il l'est encore aujourd'hui. On en rit là, parce que lui, il dit, moi, la business, oublie ça. Là, je comprends rien, ça m'intéresse pas. Ouais. Puis même... C'est ça l'intéresse pas vraiment. Là, t'as marié une médecin, c'est la même affaire? Non, mais elle a beaucoup d'intérêt pour justement un autre œil, une autre approche. Parce que, tu sais, elle, c'est le volet, justement, santé, puis ce qu'elle connaît. Puis elle trouve ça intéressant de comprendre tous les défis qu'il y a en affaires, puis qu'on vit à tous les jours. Fait que ça... Oui, puis Annie est exceptionnelle aussi, on se le cachera pas, là. Tout à fait. Fait que oui, parce que moi aussi, mon père, c'est médecin, même chose. Pas vraiment d'entrepreneurship, mais est-ce que tu as eu la chance de connaître ton grand-père? Oui. J'ai grandi avec lui. On allait jouer au golf ensemble. Fait que c'est peut-être lui qui t'a influencé dans tout ça. Mm-hmm. Quand tu regardes ces idées-là, Possiblement qu'il y a eu un impact. Puis bon, il est décédé en 98, un peu jeune, malheureusement. Puis après ça, 98, j'avais 14-15 ans, fait que j'avais déjà commencé les mandats. OK. Une petite influence comme ça. OK. Et là, dans le fond, on se repositionne. Tu reviens de ton échange. Là, j'imagine que tu finis ton bac. OK. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe après la fin du bac? Fin du bac, 2004, j'avais mon plan d'affaires. Assez drôle parce que quand j'ai réussi à finaliser le plan d'affaires, j'avais gagné quelques bourses au HEC que j'étais bien content. J'avais gagné des bourses de 1 000 $, 2 000 $, du Kruger, Cascade, etc. en soumettant mon plan d'entreprise. Fait que j'étais bien fier de ça. Puis, quand j'ai terminé, j'ai réussi à avoir mon premier prêt à la banque. Okay. Chose que pendant les... Là, on parle c'était un PPE, je pense, un prêt aux petites entreprises. Chose que pendant les 5 à 10 années suivantes, j'ai pas réussi à refaire. Aller rechercher un prêt à la banque pour acheter des équipements. On avait des marges de crédit, mais on n'avait pas réussi à reprendre des prêts officiellement à la banque. Et donc, c'était un plan d'affaires qui m'avait été utile. Puis, on avait l'œil sur certaines business. Donc, moi, j'étais à Saint-Lambert. Je voyais les compétiteurs rouler. Je voyais les Pro-Gazon, les Prévert, les Botaris. Donc, ça, c'était les compétiteurs qu'on voyait dans la ville circuler, puis qui étaient établis, qui étaient quand même bien organisés. Et puis... il y a eu une opportunité, un ami qui m'a dit « Écoute, je connais le propriétaire de Pro-Gazon, puis il m'a dit qu'il serait peut-être prêt à vendre prochainement, tu sais, donc si jamais ça t'intéresse, je peux te le présenter. » Fait que, bon, j'en parle avec mon partenaire Bruno. Bruno, son père, c'est un comptable qui travaille chez Ernst & Young, Jacques Dosti. Il travaille avec des entrepreneurs, avec des grosses business. Puis il a trouvé l'idée pas bête. T'sais. Il dit je pense que ça pourrait être un bon move. Donc on s'assoit avec Jacques, on en parle davantage. Puis OK, le plan de match pourrait être intéressant là, de faire l'acquisition de Pro-Gazon. Puis faites à noter, Bruno travaillait chez Pro-Gazon avant qu'on devienne partenaire. OK. Donc, Bruno, je le voyais circuler dans la ville avec les camions Pro-Gazon. Moi, je tondais mes gazons rollerblade. Puis, l'année d'après, il est venu travailler avec moi. Donc, il connaissait bien le propriétaire. C'est pas un gars super volubile, Bruno, là, mais il connaissait Jean-François, l'ancien propriétaire, Jean-François Bégin. Et puis, donc, c'est ça. On s'est fait le plan de match. On a rencontré Jean-François. Il nous a fait son offre. Il nous a dit qu'est-ce qu'il voulait. La business de Pro-Gazon à ce moment-là, c'était essentiellement du déneigement à Saint-Lambert, de l'entretien paysager, des petits projets d'aménagement, et puis on parlait d'une quinzaine d'employés. C'est une business qui roulait à l'année et qui incluait une place d'affaires qui était notre bâtisse actuelle au 191 Riverside à Saint-Lambert, qui était vraiment bien située. C'est une bâtisse, c'est une ancienne station-service Texaco. Puis, lui, il avait sa cour en arrière qui lui permettait de stationner ses camions. C'était grand. Nous, on cherchait une place à chaque année pour être capable de stationner nos camions. Fait que c'était vraiment stratégique d'être capable de faire l'acquisition de cette bâtisse-là. Évidemment, à 22 ans, quand on a commencé les pourparlers, nous, on avait une business en démarrage. On n'avait pas beaucoup d'argent. La business à ce moment-là de Pro-Gazon
ça se vendait un certain montant important, et le terrain, la bâtisse. Donc, avec l'aide de Jacques, on a réussi à monter le plan d'affaires. Il nous a aidés avec la mise de fonds, le financement à la banque, les ententes entre actionnaires. Puis c'est à ce moment-là qu'on a statué sur le partenariat 50-50 avec Bruno et moi. OK. Fait que là, à 22 ans, tu fais ta première acquisition. Ouais, ben à 23 ans, on a réussi à closer le deal. Closer Comme le on deal. dit, ça a pris un certain temps. Là. Tu penses tout le temps que ça va se faire en 2-3 mois, mais finalement, ça prend tout le temps un petit peu plus de temps. Ouais, puis ce qui était drôle, c'est que cette première... En fait, on a closé en avril, c'était le 16 mars 2006. J'ai eu la chance de travailler comme underground pour Progazon pendant l'hiver 2005-06. Alors, j'étais un employé, mais j'étais en voie de faire l'acquisition, fait que je pouvais voir un peu ce qui se passait dans l'entreprise. Tu sais, j'allais voir les gars. Fait que je savais c'était qui que je voulais garder après. Oui. Tu le voyais, les pommes pourries, là, puis finalement, c'est ça. Il y en a... Fait que de fil en aiguille, on a fait l'acquisition. Ça s'est bien déroulé, l'acquisition. On a même réussi à faire diminuer le prix du terrain pendant la négociation. Ça a été finalement un très bon deal. Puis Jean-François était super content aussi. On se parle encore. Il est venu justement partager un peu son histoire avec nous dans une publicité qu'on avait sortie récemment, qu'on a sorti récemment. Donc, ça a été... Fait que, tu sais, toute cette magie-là sur la Rive-Sud et l'histoire, parce que c'est Jean-François qui l'avait parti, lui, du début, ouais. c'est tout ça, d'où le 35 ans d'aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. C'est ça. OK, fait que ça, c'est le fun. Alors là, première acquisition, 23 ans, et là, on est toujours dans ce que tu as commencé en rollerblade. Là, on est rendu avec une coupe de camions, tout ça. Ouais. Comment ça se passe? Parce que je lisais... Là, je me préparais pour notre podcast, puis je voyais après acquisition. Fait que, tu sais, peut-être nous expliquer un peu ton modèle d'affaires, l'industrie, qu'est-ce qui s'est présenté, parce que tu dis que tu les voyais tous dans le coin, tout ça. Mm-hmm. Alors, tu sais, là, vous êtes partenaires 50-50, mais aujourd'hui, tu as encore des partenaires, encore, tu sais, fait que tu es dans cette vision-là, cette croissance-là. Fait que explique-moi un peu comment ça s'est passé. Ben, je dirais d'opportunité en opportunité, il y a des joueurs qui sont rentrés en ligne de compte, qui se sont présentés, qui étaient intéressés peut-être à passer à autre chose à travers les années. Donc, bon, on a fait l'acquisition en 2006, on a jumelé notre clientèle et la clientèle de Progazon. Donc, après Paysagiste Rive-Sud, j'ai oublié de dire, en 2005, on avait incorporé notre première société qui s'appelait le Groupe Virtuose. Ça a duré à peu près 2-3 ans, le temps que Progazon soit mergé avec tout ça, puis après, on l'a éliminé après. Et puis, donc, d'opportunité en opportunité, on a fait des moves, comme en 2008, qui a été l'hiver, en fait, 2008-2009, ça a été, je pense, le plus gros hiver des à peu près 25-30 dernières années. On a fait une acquisition cette année-là. Ça s'appelait Déneigement VDR, donc Vallée du Richelieu. C'était un compétiteur à Saint-Lambert. C'était un gars qui voulait quitter le domaine. On a fait l'acquisition de sa clientèle. Après ça, on a eu des joueurs comme Les Beaupré en 2009. Plus petite acquisition, mais ça nous permet toujours de consolider le marché du déneigement à Saint-Lambert. C'était principalement ça l'intention. 2014, on a eu Prévert, qui est une autre entreprise de Saint-Lambert, qui était connue pour être un peu moins chère dans le marché, donc on avait de l'intérêt à réussir à l'intégrer dans le groupe, puis finalement on a réussi à faire le move en 2014. Et puis ça nous permettait justement de consolider notre position, avoir un peu plus de maisons sur chacune des rues. C'est ça l'industrie. L'industrie, c'est du déneigement, c'est une industrie de proximité, c'est une industrie de... faut que tu en fasses le plus possible par heure. Oui, d'efficacité opérationnelle aussi. C'est le nerf de la guerre. Si tu commences puis tu fais un client par rue, je veux dire, tu perds de l'argent automatique. Donc, il faut que tu réussisses à en avoir beaucoup sur la même rue. Donc, on a aligné les acquisitions comme ça. Et puis, par le fait même, pendant ces années-là, en 2006 puis 2009-10, j'ai quelques partenaires qui se sont rajoutés dans l'équation. Donc, j'ai un partenaire qui a développé le secteur de Longueuil, qui était ville voisine. Donc, Luc Benoît, il y a
On a incorporé une société ensemble, on a développé ce marché-là. François Nadon qui nous a aidé à développer le marché un peu plus de brossard. Alexandre Tondreau qui est arrivé pour Candiac-la-Prairie. Et puis, on avait également l'arboriculture, Nicolas Després qui a parti le département d'arboriculture après avoir fait son... Qui peut venir alimenter tous les clients, dans le Exactement. fond. Toute la Rive-Sud, même l'île de Montréal un petit peu, on était capable d'aller un peu plus loin. Donc, on offrait maintenant nos services d'arboriculture. Et puis, Jean-Sébastien Masterson, qui est un des premiers également, là, qui est venu nous aider à Saint-Lambert. Donc, il y a eu une bonne évolution. Fait que dans le fond, l'idée, c'était de faire des acquisitions pour avoir comme une empreinte géographique un peu dans tout le secteur de la Rive-Sud. Oui. Et c'est quoi les défis importants, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y en a des modèles, d'affaires comme ça, tu sais, la consolidation de marché, là, est un peu partout, là, tu sais, surtout dans les entreprises de services et tout. Fait que c'est quoi les défis que vous avez rencontrés, tu sais, comment t'expliques ça, ce parcours-là? Parce que là, on parle de, ça fait quasiment 10 ans, là, tu sais, que ça roule comme ça. Les défis, il y en a eu plusieurs. Il y en a encore aujourd'hui. C'est sûr que si je commence par le début, c'est une industrie qui était désorganisée, qui est encore certainement désorganisée, pas au complet, mais qui s'organise. Oui. Par là, je veux dire peu de barrières à l'entrée. Donc, nécessairement, n'importe qui peut commencer dans l'industrie de l'entretien paysager. Ça, c'est le plus facile. Le déneigement, il y a un petit peu plus de barrières à l'entrée. Il faut acheter ou louer des tracteurs agricoles. C'est sûr, tu peux faire du déneigement en pick-up, mais c'est un petit peu moins standard. Donc, le fait qu'il y ait peu de barrières à l'entrée, que ça soit désorganisé, ça amène un lot de défis. Au départ, veux pas... Quand j'étais jeune, je veux dire, je me fais payer en argent comptant. Là, après ça, tu passes à vraiment, là, on déclare les revenus, on paye nos taxes, on paye notre CSST, on paye tous les avantages sociaux, les impôts. Il y en a des dépenses, puis c'est impressionnant. Tu le vois pas vraiment quand tu commences. Oui. Mais tu le vois au fur et à mesure que tu avances. Et puis... t'es toujours vu comme une commodité aussi. Ta valeur ajoutée, toi, elle va être dans le bon service, mais t'es quand même vu comme ça. Même chose, j'ai une cliente, Julie Roy, qui est dans l'entretien ménager. Mm-hmm. Elle est rendue avec son organisation, elle est rendue de plus de 2500 employés, mais... Il y a toujours un jeune qui commence, qui, lui, n'a pas le même frais fixe. Là, c'est un peu ça, le défi, hein? C'est le défi. Ça l'a toujours été. Je pense que l'industrie est en train de s'organiser quand même avec les années. Ça s'améliore. Il y a de moins en moins c'est moins commun que les gens payent en argent comptant dans l'industrie. Il en reste. Nous, je veux dire, ça fait longtemps qu'on le refuse catégoriquement, puis c'est une faiblesse et ça nous désavantage, sauf que de l'autre côté, on dort mieux, on dort sur nos deux oreilles. Oui, puis en même temps, je veux dire, puis les clients aujourd'hui aiment ça savoir, ça me coûte, c'est plus ça aussi des mandats, OK, tu me fais mon hiver ou tu me fais mon été, ça coûte tant, je veux dire, t'es capable de le prévoir, là, fait que c'est simple. On a des échelonnements de paiement sur une année complète. On a beaucoup de clients qui prennent vraiment les services à l'année. Donc, tu peux avoir 12 paiements, tu peux avoir... Ça aide cette clientèle-là, qui veulent avoir ils veulent pas se casser la tête, ils veulent que ça soit régulier, puis c'est cette clientèle-là qu'on pousse, donc les professionnels, tout ça. Sinon, dans les autres défis, dans notre industrie, veut pas, c'est une industrie que les banques considèrent, ils appellent ça une cash business, donc tu es souvent payé avant d'avoir fait la job. Souvent, là, pas tout le temps. Mais par exemple, dans le déneigement, tu demandes un dépôt au début. Donc, t'es comme payé avant la saison de déneigement. C'est sûr qu'il y en a qui sont après ou pendant. Là, ça dépend des types de clients. Mais la banque considère ça comme une cash business. Fait que le financement bancaire dans notre industrie est pratiquement impossible. Puis t'en as, puis on s'entend-tu quand aujourd'hui, t'as quoi? C'est quoi? T'as 60 camions? C'est 100 tracteurs, 100 tondeuses, 100... Fait que là, écoute, je m'en rappelle, mon conjoint est allé voir ta cour, puis il était revenu le soir, puis il avait dit, ça se peut pas, c'est comme le Disneyland du gars qui aime les tracteurs, là, tu sais, c'est comme... Fait que là, mais c'est-tu vous qui avez financé ça au fil des années? En fait, c'est pas nous, c'est quand on fait quand on rajoute des machines sur la route, on a l'aide de Crédit Ford, nos amis, et Crédit John Deere. Donc, on est capable d'aller chercher des tracteurs
sans trop de difficultés, honnêtement, parce qu'on a une bonne réputation avec eux, un bon historique. Donc, on se fait financer par les constructeurs, si on veut. C'est pas les banques qui financent. OK. Ouais. Donc, Kubota aussi, on a des équipements Kubota. On a d'autres marques, mais principalement du Ford puis du John Deere. Donc, on est les deux... surtout chez John Deere, je parle de John Deere à Varennes, on est le client numéro 1. Puis, c'est eux qui nous ont pas mal permis d'aller chercher cette croissance-là. Puis oui, les équipements sont à nous maintenant. Puis graduellement, dans le temps, ça commence une location, parce que c'est un rachat de location. Puis c'est comme ça qu'on a été capable d'avoir la croissance au niveau des équipements, parce que c'est des gros paiements, c'est beaucoup de pression sur le cash flow. Quand tu arrives à la fin du terme tu as loué ton tracteur 5 ans, tu rachètes le buyback, tu repayes le buyback. Moi, mon modèle, c'est que je le rachète sur 5 ans. Après ton 10 ans, le tracteur, il vaut encore à peu près 50% d'un neuf. Mais tu l'as payé. OK. Fait que, c'est pression cash flow, pression cash flow. Fait que tu te retrouves 15 ans, 20 ans plus tard avec 100 tracteurs, par exemple. Ben, c'est ça. Faut tout soit que. Fait que l'idée d'être allé au HEC, comprendre la comptabilité, puis faire des petits cahiers, ça doit être important. Oui, l'organisation. L'organisation de la flotte. Oh my God. La gestion de la flotte. Mon partenaire Bruno, d'ailleurs, depuis, je dirais, parce qu'il a fait un bac en architecture de paysage, donc au départ, il était plus vers l'aménagement, mais après ça, c'est un gars très manuel, c'est un gars qui aime toucher à de la mécanique. Il est en charge de la flotte. Donc, il est en charge de l'inventaire, il est en charge de la mécanique, de l'entretien. Il fait pas et la tout, mécanique et l'entretien, avez-vous vos propres personnes qui font l'entretien mécanique à vos bureaux? Vous avez votre garage, dans le fond, c'est probablement plus payant d'avoir ça à l'interne, j'imagine? On en fait une bonne portion. Oui. En fait, on en fait une portion. On pourrait en faire plus, mais il nous manque de place. Puis, on a des partenaires comme John Deere et Ford, justement, qui nous en font une portion aussi. OK. Donc, on fait tout ce qui est plus réparation de base, tout ce qui est grosse réparation, transmission, moteur, changement d'huile même, on le donne pendant la saison morte, puis ça nous permet d'avoir moins besoin de mécaniciens à l'interne. Oui. C'est notre modèle actuel. C'est comment de vivre une business saisonnière? Ça ne doit pas être facile non plus, non? Dans le sens que là, tu as été capable quand même, avec le déneigement et l'été, tu es quand même capable d'aller à l'année, mais il y a sûrement des périodes de transition. Nous, c'est à l'année. Là, vraiment, depuis 2006, c'est une business à l'année. Ça arrête, comme je dis tout le temps, ça arrête jamais. Là. Surtout quand tu fais une acquisition par jour, quasiment. Non, il y a peut-être un mois qu'on n'a pas beaucoup d'employés sur le terrain. C'est entre le 15 mars puis le 15 avril. Ça, c'est notre break. Notre break annuel. Mais on est dans l'administration, on est dans les renouvellements, on est dans les offres de services d'aménagement paysager, etc. Donc, ce qui est un peu tough aussi, c'est que tu es comme toujours en train de prévoir la saison suivante. Oui. Ça change, ça revient tout le temps. Oui. On dit, on est déjà en train de s'occuper du déneigement en ce moment. On est le 3 juin. Oui. C'est toujours la prochaine saison. Puis on est en août, puis nous, on est dans la neige, là. En août, là, on est dans la neige par-dessus la tête. Oui. Fait que ça vient vite. Les saisons viennent vite. Puis c'est ça. C'est de toujours être capable d'être en avant de la vague pour prévoir la prochaine saison. La prochaine saison. Puis l'autre idée, l'intention aussi derrière ça, c'est de... J'imagine, quand tu fais tout ça aussi, là, on est dans un défi de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Ça te prend du monde pour opérer tes tracteurs. T'as beau avoir 100 tracteurs, ça te prend 100 personnes. Puis est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont travailler l'hiver, qui vont travailler l'été? Tu sais, comment? C'est quoi le modèle d'affaires aussi par rapport à ça? Ouais. Ben, tu parlais des défis. Le défi de pénurie de main-d'œuvre, c'est un défi qui a été exacerbé dans les dernières années, mais qui existait, je dirais peut-être... ça fait à peu près 5 ans qu'on le sent. Puis la pandémie a juste fait exploser la problématique, tout le monde le sait, mais dans notre industrie, vu qu'on est une industrie de base, les bons candidats ont été quand même pas mal drainés vers la construction, vers les offres plus alléchantes du gouvernement, les villes, etc. Donc, il y a vraiment un défi de main-d'œuvre. Quand tu l'as dit, une centaine d'employés dans le déneigement. En fait, on en a
présentement, dans le déneigement, on est plus autour de 200. On a une centaine de machines, mais on a pratiquement une centaine de pelleteurs qui viennent pelleter les sentiers. Ça, c'est la portion hiver. Puis c'est un défi. Ça, c'est rendu le défi ultime. C'est faire pelleter des gens au Québec maintenant, c'est rendu très difficile. Les salaires ont augmenté. L'inflation a eu son impact depuis 2-3 ans, encore plus. Puis là, on est dans le défi de, OK, on a de la misère à répondre à la demande. On est obligé de refuser des clients parce qu'on n'a pas assez d'employés. Où on peut aller chercher. Donc, en 2019, on a commencé à étudier... en fait, 2018, on a commencé à étudier le volet des travailleurs étrangers. OK. Saisonniers. Donc, des travailleurs qui viennent du Mexique en général ou d'autres pays comme le Guatemala. Et ça nécessite une bureaucratie, une lourdeur de paperasse très importante. Mais c'est une bonne source de main-d'œuvre pour le futur. Fait qu'on a engagé le processus. On a demandé 8 employés pour 2019. On en a eu 5 qui sont arrivés avec 4 mois de retard. Fait que finalement, malgré le fait qu'il est arrivé 4 mois en retard, on était quand même content de l'expérience parce qu'on a vu qu'est-ce que ça donnait. Puis on s'est dit, l'année prochaine, on en prend 12. On va y aller graduellement parce que les travailleurs étrangers, ça nécessite un logement. Il faut que tu payes ton billet d'avion aller-retour, les frais d'immigration, le frais de recrutement à travers au Mexique, tout ce que ça implique. C'est très cher. Fait que ça fait en sorte que l'employé coûte... on est plus autour de 20 $ de l'heure pour un employé étranger. Actuellement, 20-22 $ de coûtant pour l'entreprise. Il faut refiler ça au client. C'est là le défi. Oui, c'est ça. Puis fait que là, je m'en allais vers les travailleurs étrangers. Fait que 2020, la pandémie a frappé. On avait 12 demandes qui nous avaient coûté, calculons, à peu près 4 000 $ par demande et tous les frais. Là. Fait que tu avances cet argent-là. Finalement, la pandémie frappe. Les Mexicains ne peuvent pas rentrer au pays. L'industrie des services paysagers était dans les services non prioritaires du gouvernement Trudeau. Et non essentiels. L'agroalimentaire et l'agriculture étaient essentiels. Et c'est là que les ressources du gouvernement ont été mises pour être capable de faire rentrer assez de travailleurs pour que la population puisse manger. Nous, on n'en a pas eu. Fait qu'on avait payé plein de frais. Personne. On a eu des petits remboursements du gouvernement fédéral, là, mais on n'a pas eu des remboursements pour l'embauche, puis les logements qu'on avait acheté un triplex pour être capable de loger tous ces gens-là, puis finalement, le triplex, il est vide, puis là, il faut que tu fasses les paiements. Fait que, OK, on va trouver du monde, OK, viens. Là, on louait les chambres au mois, parce qu'on voulait pas de bail avec les gens, les Québécois qui louaient, on voulait être capable d'avoir nos Mexicains l'année d'après. T'as toujours comme l'insécurité. Fait que finalement, 2020, on en a fait passer un sur toutes les demandes, qui est passé juste avant la pandémie. L'année 2021, on se dit, OK, là, on devrait être bon. Fait que, on va en faire venir un petit peu moins. Finalement, on en a demandé 8. On en a eu un. On était découragés. Là. Ça faisait 3 ans qu'on se battait avec ça. Le sujet de l'heure, on a tué nos travailleurs. T'sais. Fait que finalement, 2022, on est rendu là. On en a demandé cette année plus parce qu'on avait entendu que l'année dernière, ça allait finir par être débloqué. On en a demandé 27. Finalement, on attend nos 13 gars de ce 27-là ce samedi. Okay. Avec quelques mois de retard. OK. Fait que c'est pas facile. C'est très compliqué. Oui. Bien, c'est bon que tu nous parles un peu d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère parce que c'est des sujets qui reviennent souvent lorsque je fais des ateliers stratégiques de dire est-ce qu'on peut aller chercher les gens, tout ça. Même chose, les industries South Shore, un de mes clients, Jean Laflamme à Québec, qui, eux, ont une usine au Mexique, mais qui avait quand même besoin de travailleurs locaux. Ils ont dit, parfait, on va prendre nos gens au Mexique, on va les faire venir ici. Pas capable pendant la pandémie, pas un service essentiel, pas un... Tu sais, fait que ça a vraiment eu son lot de défis, pour certains types d'entreprises. Et ce que j'aime, c'est qu'à toutes les fois que je te vois, tu es toujours positif, toujours souriant, la vie est belle, il n'y en a pas de problème. Fait que, comment tu gères ça, toi, mettons, d'un point de vue entrepreneur? Puis on sait que, tu sais, tu as une jeune famille aussi, tu es papa de 3 beaux enfants. Exact.
sais, ça fait comme 20 ans que tu es dans le business, là, tu sais, plus de 20 ans que tu fais tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Philippe? Ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Philippe à chaque jour, évidemment, c'est d'être en mode solution à la base. Là. C'est être entrepreneur, c'est toujours trouver comment on va être capable d'arranger le problème, trouver des solutions, être positif, montrer l'exemple aux employés. Donc, c'est tout ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans les peut-être 5 dernières années, c'est qu'on a vraiment essayé de mieux s'entourer des bonnes personnes. Déplacer certaines personnes dans les bons... Vraiment les mettre dans les bons sièges, les personnes qui sont ce qu'on appelle des A-players, mais qui sont pas dans le bon siège. Donc, essayer de les ramener à la bonne place. Faire des embauches stratégiques, des embauches pour justement combler les manques, puis s'assurer d'engager les bonnes personnes. Et puis, ça nous permet d'évoluer présentement là, dans la bonne direction. Offrir le service qu'on veut offrir aux clients. Donc, c'est vraiment une entreprise, pas une entreprise, mais une industrie qui est réputée pour être désorganisée. Nous, on veut être organisé, on veut être professionnel, on veut que les gens aient une bonne attitude. Créer le lien de confiance aussi, hein. Tu sais, dire, oui, non seulement, tu es allé par acquisition, puis tu veux que la notoriété de ProGazon puisse rayonner dans le fond, sur la rive sud pour donner cette confiance-là aux gens, de dire tu vas avoir un bon service avec moi. Oui, exactement. Puis c'est, je veux dire, le lien client est super important. Donc, on a des personnes qui sont attitrées à chaque client. Le client sait avec qui il traite. C'est régulier. Il n'y a pas beaucoup de roulement de ce côté-là non plus. Là, on essaie de garder ça le plus constant possible. Donc, ça, c'est une de nos forces. Les gens savent que, par exemple, à Saint-Lambert, c'est Jean-Sébastien depuis pratiquement 12 ans, 15 ans. Là. Donc, ça c'est la proximité, ce que le client cherche à la base. À être répondu rapidement. Tu sais, on le sait, dans l'industrie, là, le nombre de fois qu'on entend « Ah, il ne m'a jamais rappelé », ça peut toujours arriver, mais de notre côté. Sauf que, je veux dire, c'est quelque chose que, justement, on veut casser. On veut s'assurer que les gens soient répondus, il y ait leur réponse, il y ait leur service et qu'on soit capable de l'offrir aussi. Donc, il faut être capable de mettre nos limites. C'est ça un peu le défi qu'on a dans les dernières années, c'est que ça ne s'était pas vraiment présenté dans les 10 premières, de ne pas être capable de trouver la main-d'œuvre pour faire les nouveaux mandats. Mais là, maintenant, la question numéro 1, c'est est-ce qu'on a du staff pour faire quelque chose d'autre? Sinon, ben on ne peut pas faire un move. T'aimes autant pas t'engager, quitte parce que tu veux toujours livrer de la qualité puis un service, mais le défi revient à ce que tu expliquais, qui est la main-d'œuvre. Ouais. Puis quand tu fais une demande de 27 puis qu'il en arrive 13, c'est normal, ça? Faut que tu en demandes plus pour en avoir moins? C'est quoi par rapport? C'est pas normal, mais là, ça, c'est l'expérience que j'ai eue à date. J'en ai 13 qui arrivent samedi, puis j'en avais 5 déjà d'arrivée. Donc là, je suis autour de 18. Je vais en avoir une vingtaine, selon moi, cette année, ce qui est extraordinaire. Là. Notre record, c'était 2019 avec 5 travailleurs, mais une vingtaine de travailleurs étrangers, ça solidifie énormément le corps de l'entreprise parce que c'est 20 gars qui sont là, peu importe, qui sont là pour travailler. Ils ont une belle attitude, ils veulent faire des heures. C'est rendu difficile là, pour nous. Là. Juste faire rentrer une personne québécoise le samedi, c'est un défi. Il faut commencer à adresser la situation le lundi. Il faut en parler. Négocier, il faut négocier, il faut en parler. Même on paye temps et demi. Pas nécessairement le samedi parce que ça dépend. On est rendu où dans la semaine? Là? On a fait 40 heures. On paye le temps et demi, nous. Pour une rare entreprise des services paysagers, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui respectent la loi des normes du travail. Je dirais minorité. Et toi, tu veux offrir, la qualité de service va venir par la qualité de ce que tu offres aussi à tes employés. Exactement. Tu as toujours ça à cœur. Depuis que je te connais, tu as toujours eu le souci d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, s'assurer d'avoir le bon monde, s'assurer de les développer, de leur fournir des équipements sécuritaires. Ça a toujours fait partie de... Tu t'en parles même pas aujourd'hui, mais c'est tellement intrinsèque à l'organisation. Ça fait partie de vous autres. Oui, tout à fait. Ça fait partie justement d'être organisé, d'être professionnel, d'être... positif, de dire merci. C'est toute une recette qui fait en sorte que les employés sont heureux d'être chez nous. Il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans, 15 ans, là, des employés vraiment dévoués. Puis
puis ça, c'est un élément peut-être que les gens m'ont dit à travers les années, c'est on aime ça travailler pour toi parce que tu dis merci. Il y en a beaucoup qui sont pas habitués de se faire dire merci. T'sais, moi, quand les gens travaillaient, là, c'est un petit peu moins le cas parce que je suis pas nécessairement en contact direct avec les employés à tous les jours, les employés de terrain, mais à chaque fois que les gens terminaient leur journée, moi, c'était toujours merci. Regarde, merci d'être venu, merci pour aujourd'hui, bonne journée, on se voit demain. Bien, toujours ce côté-là très humain, très fort aussi, tu sais. Puis quand vous aviez fait le bootcamp avec ton équipe, justement, de tes partenaires, tout ça, tu sais, tout le monde avait cette même vision-là d'offrir le super service. Puis qu'est-ce qui arrive, justement, dans ce défi-là? Tu sais, je pense aussi... tu comprends l'importance. Qu'est-ce que vous faites pour développer vos gens, tu sais, puis d'inculquer cette notion-là de respect, puis de dire merci? Ben, c'est d'inculquer les bonnes valeurs, les valeurs pro-gazon que je nomme, puis de le répéter, puis de montrer l'exemple. Donc, c'est sûr que si tu veux être professionnel, puis tu arrives avec des souliers, des running shoes pour aller aider une équipe, par exemple, parce que j'ai des gestionnaires, moi, qui vont des fois aider une équipe, ben, c'est de montrer l'exemple, puis répéter, donner des bons exemples, montrer les bons coups, communiquer. Donc, c'est plein d'étapes à respecter comme gestionnaire, la bonne recette. Puis c'est ce qu'on essaie justement en fait, encore de s'améliorer. C'est de mieux former les gestionnaires à avoir un meilleur leadership. Puis à la méthode aussi, moi je l'appellerais même l'approche pro-gazon, tu sais, qui s'est développée au fil des années que toi, t'as parti, mais c'est d'être capable de s'assurer que même si tu en as 200 employés, ils vont comprendre c'est quoi l'importance, tout ça, cette cascade-là. Puis mais là, maintenant, avec la main-d'œuvre étrangère, mais je comprends, tu sais, dans le fond, parce qu'au début, je me disais, mais voyons donc, pourquoi ils s'embarquent là-dedans? Ça va en avoir 5. Mais dans le fond, toi, ce que tu aimes, c'est que ce sont des gens dédiés. Eux autres sont là pour un temps limité parce que leur famille n'est pas là. Fait qu'ils ont juste ça à faire de se dédier au travail. D'où là l'avantage. Puis c'est des métiers de base. Les métiers d'expérience ou de spécialité, ça peut pas être des travailleurs étrangers. Par exemple, les arboriculteurs, les horticulteurs, horticultrices, les spécialistes en aménagement paysager. Donc, les gens qui ont les connaissances techniques. C'est pas des travailleurs étrangers, c'est plus le volet tout ouvrier. Donc, tout vraiment qui comble les équipes pour être capable de donner vraiment un bon service puis être complet comme entreprise. Puis c'est la même chose dans l'industrie, là. On commence à le voir, tous les gros joueurs commencent à avoir des travailleurs étrangers. Puis, d'une certaine manière, je pense que ça amène une certaine barrière à l'entrée. Donc, tu peux commencer dans les services paysagers, tu vas être capable d'aller engager ton chum, ton autre chum. Une fois que tu as fait le tour de tes amis, là, il n'y en a pas, là. Non. Il n'y a pas de travailleurs. Pourquoi il irait travailler pour Ticlin? Il va venir travailler dans une entreprise un peu plus organisée, mais l'avantage de Ticlin, c'est qu'il va être capable de le payer peut-être en dessous de la table, puis des avantages que nous, on n'offre pas. Mais c'est ça, mais à un moment donné, tu organises, tu donnes un service, puis comme tu dis, ça fait partie de bâtir une entreprise encore en croissance après 20 ans, puis de voir le futur. Exactement. OK. Et là, bon, tu roules en voiture électrique, tu as une conscience environnementale très forte et je pense que tu as amené ça aussi dans ton organisation. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles de cette façon de faire-là, je pense, qui est unique aussi. Bien, c'est en transition. C'est sûr que le fait que je sois conscientisé à ce qui se passe avec la nature, l'environnement, ça a un impact, là. Il y en a qui s'en foutent complètement. Mais je parle des individus sur la planète Terre, là, qui s'en foutent complètement. Là. C'est assez impressionnant. Mais tout ce qu'on vit, nous, on les vit, les changements climatiques, comme entreprise, parce que les tempêtes de vent, les tempêtes de neige, les printemps plus hâtifs, les périodes de sécheresse, les périodes de grosses pluies, on les vit toutes. Les verglas l'hiver. Donc, on vit, il n'y avait pas ça il y a 20 ans? Ben, il y a eu certains événements, mais là, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus rapprochés. Oui. Puis le printemps, moi, quand j'ai commencé en 2000, début des années 2000, moi, mes premières tontes, qui étaient vers le 15 mai. Puis là, maintenant, les premières tontes de pelouse sont plus autour du 1er mai. On a gagné quasiment 2 semaines en 20 ans de tontes de pelouse au printemps, puis même chose à l'automne. Fait que c'est quand même assez dérangeant. Et, veux pas, je pense que tout le monde doit faire sa part. Donc,
ma conjointe et moi, on roule en voiture électrique depuis maintenant 6 ans. C'est vraiment dans les premières voitures, puis on est super satisfait. Puis là, on veut l'intégrer, on veut intégrer le plus possible tout ce qui est électrique dans notre business, mais il y a la disponibilité. La disponibilité, en fait, puis juste la technologie. Les camions électriques sont en train d'arriver. Ça fait 12 ans qu'on les attend, parce que nous, des camions électriques, ça serait bien plus économique pour notre type d'industrie. On fait pas beaucoup de millage. On est beaucoup sur le idle, qu'on appelle, surtout dans le déneigement, quand tu es arrêté parce que tu te réchauffes dans le camion puis il faut que tu repartes, tu es sur le idle. Donc, il y a beaucoup de pertes d'énergie. Le carburant, c'est même pas drôle. Les petits équipements aussi. On s'en va vers des petits équipements électriques. Donc là, on a déjà commencé la transition. Les équipements comme les souffleurs, les tailles tondeuses, etc., ça s'en va vers l'électrique. Ça amène vraiment un changement dans notre manière de fonctionner, là, parce que tu n'organises pas tes remorques et tes camions de la même manière. Les chargements, pas les chargements, mais les recharges le soir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Je pense aussi que ça va créer aussi des nouvelles barrières à l'entrée, ce qui est bon pour l'industrie, parce qu'il n'y en a pas assez. Puis, je pense le reste de ce qui vient avec tes plantations d'arbres. On parle beaucoup de divertissement. Ça, mais plantations d'arbres, je pense que tu as fait quelque chose aussi par rapport à ça qui tient à cœur. Là. Pour nos 35 ans, on aurait une plantation de 35 arbres. Donc, on veut continuer dans cette voie-là pour le futur, continuer à planter des arbres puis en faire un peu notre cause. Donc, on veut s'impliquer auprès de la population puis de notre clientèle pour leur permettre d'avoir plus d'arbres puis contribuer. Donc, c'est là qu'on veut donner. On aime beaucoup le fait de les planter, de les voir grandir, puis d'améliorer l'environnement où on travaille. Oui. Hey, mais c'est le fun, mais c'est... Puis, est-ce que tu sens que ça a un impact également sur le fait, comme organisation, de choisir une cause qui est très tendance, on s'entend, là, tu sais, puis je pense que ça va plus chercher... Toi, tu étais peut-être avant-gardiste il y a quelques années, tu sais, avant de t'embarquer là-dedans, tu étais sûrement avant-gardiste, mais aujourd'hui, ça devient quasiment la culture de durabilité dans les organisations. Il faut que tout le monde y pense, là, tu sais. C'est quoi l'impact que tu vois sur les gens ou à l'embauche? C'est quelque chose que tu veux vraiment mettre de l'avant, peut-être pour recruter, retenir les gens? Oui, je pense que dans le futur, ça va faire partie de l'équation de la recette, que les gens le sachent qu'on est pro-environnement, qu'on veut vraiment bien faire pour le futur. Fait que je pense que ça va attirer une gang d'employés qui veulent... Qui ont ces valeurs-là. Et puis, et également la clientèle. Donc, je pense qu'éventuellement, ça va être comme un no-brainer. Les gens vont peut-être être prêts à payer le 20$ de plus parce que nous, chaque client, par exemple, chaque nouveau client va planter un arbre. Ouais. Donc, je pense que les gens s'en vont vers ça. Puis, il y a des changements de mentalité qui sont sur lesquels on veut miser. Puis par rapport justement à ça, les changements un peu de mentalité puis les changements de technologie, on a commencé à implanter des robots de tonte électrique chez des clients puis tester le modèle. Donc, c'est complètement nouveau. Ça va nous permettre possiblement d'avoir moins besoin de main-d'œuvre, mais de s'automatiser. On n'est pas dans une shop où on peut rajouter des robots. Il faut trouver où on est capable de justement automatiser des choses. Fait que là, on est dans le mode voyons voir comment on est capable de développer la filière robot électrique qui est beaucoup plus écologique parce que, premièrement, c'est électrique, ça fait pas de bruit, ça décompose le gazon au sol, donc on n'a pas besoin de rajouter plein d'engrais polluants par le fait même. Pas besoin de main-d'œuvre à ce moment-là non plus. Et pas besoin de main-d'œuvre. Ça répond à... Oui, ça répond à plusieurs. Fait que ça, tu vois cette avenue-là. Oui. Puis toi, c'est qui fait cette recherche et développement-là? C'est qui triple là-dessus? Je pense que j'ai celui qui a le plus d'intérêt là-dedans. J'ai quelques partenaires aussi qui ont la même vision que moi. C'est en voyant les nouvelles technologies, en voyant les nouveautés qui s'en viennent. On a des représentants qui savent que je suis intéressé. Par exemple, John Deere m'appelle souvent pour être capable d'aller donner mon opinion sur
les prochains modèles qui sont en train de développer parce qu'ils connaissent un peu mon approche. Et puis, donc, c'est ça. Ils me proposent d'aller donner mon opinion pour le futur du monde agricole et des services comme le déneigement. Fait que c'est super. Fait que malgré tous les défis, puis merci de ton authenticité parce que tu nous as partagé ça en toute transparence, ces défis-là. Puis je pense que c'est la réalité de tout le monde. Tu vois du positif, des solutions, puis tu vois un futur qui est comme, parce que ton gazon, il va falloir tout le temps que tu le fasses pareil, Oui, c'est un besoin, on répond à des besoins essentiels. Donc, mais qui n'étaient pas qualifiés essentiels. Non, je t'agace. Oui, c'est ça, c'est rendu des besoins essentiels. Oui, par exemple, le déneigement, c'est un besoin pratiquement essentiel parce que, peut-être pas nécessairement le déneigement résidentiel, là, mais le déneigement de condo, commerce, on est rendu essentiel. Là. Je veux dire, c'est nécessaire. Puis, il y a un besoin. Là, après ça, c'est vraiment de trouver la meilleure manière d'être capable de répondre aux besoins puis que ça soit rentable pour l'entreprise, puis un bel... que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que, tu sais, on est en affaires pour faire de l'argent, mais si je fais de l'argent puis que je peux embaucher les bonnes personnes, avoir des bons équipements qui est une cause plus grande que la mienne, qui est de sauver la planète, ou du moins avoir contribué à faire ma part là-dedans, tout ça prend son sens. Oui, exactement. Puis ça, je pense, puis c'est ce que j'apprécie beaucoup de toi, Philippe, c'est que tu as toujours eu cette vision-là. Depuis que je te connais, à toi, tu as tout le temps été... tu sais, puis il y a plein d'acquisitions qu'on n'a pas parlé, que tu as fait aussi, qui t'ont servi probablement à avoir ce pool-là. Ouais. Tu sais, autant. Fait que là, peu importe ce que tu fais, tu es toujours capable d'avoir cette vision-là, de dire, bien, regarde, en bout de ligne, oui, je vais avoir une entreprise profitable, mais c'est pour la réinvestir, planter des arbres, avoir un impact, faire ma transformation technologique, mettre le côté électrique. Fait que ça, c'est comme, wow, tu sais. C'est un peu différent dans l'industrie, je pense. C'est assez unique. Mais oui, c'est assez unique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, que je t'ai pas posé la question, des choses que tu aimerais partager, ou des jeunes entrepreneurs qui startent des petites business, tu sais, puis qui rêvent? C'est quoi le message que tu as donné à ces gens-là? Oui, je pense que ceux qui rêvent de se partir en affaires, à la base, c'est de bien analyser le secteur dans lequel il va évoluer. Ça, c'est la base première. De partir dans une industrie de commodité, il y a plus de défis, parce que tu as moins de barrières à l'entrée, tu as nécessairement moins de marge. Donc, c'est vraiment de t'assurer de trouver la bonne industrie dès le départ. Et puis, ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si j'avais à revenir en 2005, est-ce que je ferais exactement le même parcours? Peut-être pas exactement de la même manière. Je veux dire, ça a son lot de défis d'être dans une industrie de commodité. Donc, c'est pas mal le message que j'aurais à donner à n'importe quel nouvel entrepreneur, là, de vraiment bien choisir son industrie. Puis toi, malgré tout, tu tires ton épingle du jeu. Puis tu vois un futur pour ProGazon avec une implication sociale, environnementale, puis une transformation peut-être électrique. Fait que je te dis chapeau, félicitations Merci. Pour tout ça. Puis écoute, moi j'ai encore l'image de toi en rollerblade, puis je te regarde aujourd'hui où t'es rendu, c'est comme wow. Puis merci de nous avoir partagé ton histoire, Philippe. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Cléo. Je suis content d'avoir pu être là aujourd'hui. Merci. Merci. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.